et que les politiques ont un grand art de dépasser le délai qui leur est imparti. D'autant... Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout rester. Merci beaucoup d'être là. D'autant qu'elle doit nous raconter, elle va nous raconter quelque chose qu'elle a vécu il y a 1 an. Donc Catherine Morin-Desailly, qui est présidente de la commission Culture, Éducation et Communication au Sénat et qui est sénatrice de la Seine-Maritime, était parmi la vingtaine de parlementaires il y a 1 an qui ont auditionné Facebook, enfin, un représentant de Facebook qui n'était pas sans dirigeant. Et donc, je lui ai demandé de nous raconter cet événement où on aurait tous aimé être là, évidemment. Et donc, je vous laisse la parole, Catherine. Merci beaucoup d'être là, on peut l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous. Je vais essayer en effet de respecter l'horaire qui m'a été imparti, mais je dois aussi donner des éléments de contexte à la compréhension de cette audition particulière et exceptionnelle qui a eu lieu à Lyon il y a pratiquement 1 an, c'était le 27 novembre 2018. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu 2 affaires particulièrement retentissantes qui ont définitivement mis fin au mythe originel de l'Internet, un Internet libre, ouvert, bienveillant. Ce mythe originel de l'Internet a été battu en brèche par, d'une part, l'affaire Snowden, parce qu'elle éclate et qu'elle nous révèle la surveillance de masse des Européens par un système de captation et de transfert des données à la NSA. Et puis, un peu plus tard, l'affaire Cambridge Analytica, qui nous est beaucoup plus proche et qui est liée en fait à l'audition, justement, de Londres, qui montre que cette entreprise de traitement de données a été complice, en fait, d'une manipulation avérée des élections américaines, Cambridge Analytica, qui est d'ailleurs proche de l'actuel pouvoir aux États-Unis. Et donc, tout cela a démontré que l'Internet était devenu un terrain d'affrontement mondial, ce qui n'était pas du tout la conception à l'origine de ses fondateurs. Un terrain d'affrontement mondial, un écosystème dans le monde occidental, je ne vais pas parler des Russes et des Chinois, dans le monde occidental, dominé par ce qu'on appelle les GAFAM, les géants de l'Internet, dont le monopole, transformant le oligopole, ne cesse de s'accroître de jour en jour. Donc, tout ça, c'est ce qui a déclenché la commission d'enquête par mon homologue qui s'appelle Daniel Collins, qui est député et donc membre de la Chambre des communes. Et je pense que le vote sur le Brexit n'est pas étranger à sa volonté d'en savoir un peu plus dans cette affaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une commission d'enquête avec des pouvoirs importants est déclenchée aux États-Unis, comment dirais-je, par le Parlement britannique, et Daniel Collins veut associer les différents parlements au monde, parce qu'il estime que Mark Zuckerberg n'a pas dit la vérité devant le Congrès américain, Washington, pas plus qu'il ne l'a dit à Bruxelles. Et donc il estime, c'est comme ça qu'il nous associe les uns les autres, que nous, parlementaires, Parlement d'Europe et du monde, nous représentons directement nos concitoyens, et donc on a une légitimité tout autant à interroger directement le patron de Facebook. Nous sommes 9 pays à répondre présents à cette invitation. Il y a bien entendu le Royaume-Uni, il y a aussi le Canada, l'Irlande, il y a Singapour, la Belgique, la Lettonie, le Brésil, l'Argentine. Nous sommes 9 en tout. Bien sûr, plus ce jour-là, on est une vingtaine, en effet, pour auditionner Mark Zuckerberg. Donc, je me rends à Londres et je réponds d'autant plus volontiers à cette invitation que ça va faire depuis 2010 que je travaille à ces questions de gouvernance de l'Internet. J'ai produit de très nombreux rapports qui décrivent l'écosystème. J'ai fait beaucoup de propositions de résolution européenne sur la gouvernance aussi, et le rôle que doit y prendre absolument l'Europe, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, ce jour-là, nous pensons pouvoir donc auditionner Mark Zuckerberg, mais bien sûr, voilà, il ne daigne pas venir. Voilà, il ne daigne pas venir. Donc sa chaise est vide. Et d'ailleurs, cette photo de sa chaise vide avec son nom et l'ensemble des parlementaires autour de la table fait le tour du monde.
une conférence de presse est donnée après, elle marque beaucoup les journalistes. Alors, il y a quelqu'un qui le remplace, qui est un des vice-présidents du board, qui s'appelle Richard Allen. Et Richard Allen, en Grande-Bretagne, il n'est pas inconnu, puisque c'est un ancien député de la Chambre des communes, devenu Lord, hein, donc membre de la Chambre des Lords, mais il a quitté la Chambre des Lords pour être employé de Facebook. Entre parenthèses, ça c'est un vrai sujet aussi de réflexion, c'est qu'on voit la porosité qu'il y a entre les GAFAM, qui cherchent à employer, et c'est une façon aussi d'infiltrer le système, qui emploie de très nombreux ex-hauts fonctionnaires de Bruxelles. Mais parfois des anciens premiers ministres, même. Voilà. Et certain nombre de politiques. C'est vrai que la part peut-être de la rémunération y est pour beaucoup. Toujours est-il que ça pose des questions pour moi tout simplement de patriotisme. Voilà. Je m'en suis exprimée aussi sur le pantouflage, quand on fait des allers-retours sans cesse entre des ministères ou des places dans des autorités de régulation et qu'on s'en va chez les géants de l'Internet. Ça pose un vrai sujet, je trouve, de déontologie. Alors, nous auditionnons... on ne voit pas du tout à qui vous faites allusion. Voilà. Donc, ce comité donc, se met en place avec Richard Allen. Richard Allen esquive, forcément. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai l'habitude, hein, j'ai auditionné des quantités de fois les représentants de ces plateformes, ils esquivent toujours la main sur le cœur. Alors bien sûr, il a formulé des excuses, il a dit bah oui, on ne s'en rendait pas compte, etc. Ça ne commencera plus. Prenons exemple sur la législation allemande et ce qui était en train de se dessiner en France avec la loi sur la manipulation de l'information. Bref, et il ne répond pas vraiment à la question, tout simplement. Alors, la question posée, c'était laquelle? Alors, la question posée, c'était très précisément qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous utilisé ces données? Pourquoi les avez-vous mal utilisées? Pourquoi avez-vous utilisé également les données de personnes? C'est 87 millions de comptes, hein, 87 millions de personnes. Je ne dis pas seulement de comptes, parce qu'il n'y avait pas que des Facebookers dans les 87 millions. On a établi ce jour-là qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les shadow profiles, c'est-à-dire des profils de personnes qui ne sont pas sur Facebook, mais dont les profils ont été reconstitués par le jeu de croisement des différentes données, de tout ce que vous laissez sur les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Donc, les questions de mes collègues étaient extrêmement sévères, très dures, très exigeantes sur tout ce qui s'était passé, comment ils s'étaient autorisés à utiliser ces données et les confier à Cambridge Analytica. Bien entendu, ils ont nié ne pas savoir grand-chose, voilà, d'avoir découvert ça a posteriori, etc. Mais ce qui était important, c'est que pendant à l'époque de cette réunion, mon homologue David Collins était en train de réaliser son rapport qui avait été publié en février, quelques mois après. Et lui-même détenait des documents qu'il nous avait fait partager, qui n'étaient pas non plus publiés dans la presse à l'époque, qui faisaient état de mails, d'une série de mails, qui démontraient que les ingénieurs de Facebook, depuis octobre 2014, avaient alerté le board, donc Mark Zuckerberg ne pouvait pas ne pas être au courant, de l'infiltration des Russes, des failles sur le système Facebook, et donc de possibles manipulations. Ce que, bien sûr, M. Allen a esquivé encore une fois ce jour-là. Voilà, donc tout ça est extrêmement inquiétant. Moi, je tiens à le dire et corrobore l'idée qui est d'ailleurs très démontrée dans le rapport qui suit en février, toute la malignité du système de collecte des données et du modèle économique en fait, de la plateforme concernée, qui sciemment utilise les données. Et d'ailleurs, mon homologue n'hésite pas à traiter de gangster et de mafia le système Facebook, qui va extrêmement fort. Il y a bien sûr des préconisations après qui sont faites au rapport, on pourra y revenir, mais il démontre que ce modèle qui est basé sur
l'échange de la publicité, une fausse gratuité, on en parlait tout à l'heure, tout le monde en convient aujourd'hui, et capter toujours plus de données au mépris d'ailleurs du règlement général de la protection des données, les vendre et les réutiliser, peut-être pas les vendre, mais en tout cas les données moyennement certainement l'attribution, je ne peux pas imaginer autrement, est extrêmement, extrêmement grave. Et je crois que c'est ce qui sonne l'alarme enfin dans le milieu occidental, que stop, c'est trop, c'est trop. Les GAFAM ont abusé fiscalement. Vous savez toute la difficulté qu'on a à ce qu'ils s'acquittent justement de l'impôt qui doit, selon moi, être versé au pays de consommation, hein, l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que nos modèles, à force de capter toute la valeur ajoutée, ce qui explique sur Internet que nous avons aussi grand talent à produire, et ne pas en avoir une juste part, fait que ça affaiblit potentiellement nos modèles politiques, sociaux et économiques, voire démocratiques à terme. On n'aura plus les moyens de faire vivre nos économies, nos sociétés avec les valeurs telles que nous l'entendons, et ce n'est pas fini avec l'ubérisation globale de l'économie qui se profile, le secteur bancaire, le secteur prudentiel, voilà, ils avancent à grands pas. Ils ont abusé avec l'utilisation de nos données, hein, et ça continue. Et enfin, le plus grave, et c'est ça le sujet dans l'affaire Cambridge Analytica et le pourquoi du comment de l'audition à Londres, c'est que nos démocraties sont potentiellement en danger, parce qu'au-delà même de la manipulation des opinions au moment du scrutin américain, il y a eu sans doute le Brexit, il y a eu des tentatives lors des dernières élections européennes. Steve Bannon, vous savez, un proche justement de Cambridge Analytica et de Donald Trump, sillonner l'Europe, je ne sais pas si vous vous souvenez, se rapprochant des dirigeants d'extrême droite. Et on sait bien que ce Steve Bannon, proche de l'extrême droite américaine, il finance des activistes sur les réseaux pour faire monter aussi les votes populistes. Tout ça est rendu possible parce que l'écosystème de l'Internet, ce modèle économique de l'Internet le permet. En fait, le clic est rémunérateur. Donc, il engendre par viralité toujours plus de clics autour à la fois des fausses nouvelles ou des opinions un peu litigieuses, etc. Donc, ils ont abusé démocratiquement et ça continue avec la manipulation de l'information, d'où le vrai sujet que nous essayons de traiter d'ailleurs au Parlement. Donc, trop, c'est trop, et je pense que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Et l'Europe est en train enfin de prendre conscience, grâce aussi à la forte personnalité d'une Margaret Vestager qui a été courageuse de faire condamner Google. Maintenant, l'affaire a pris plus de 10 ans, donc on a un vrai sujet dans le règlement des problèmes de concurrence et d'abus de position dominante. Mais toujours est-il que là, on commence à se poser les vraies questions. Et moi, je conclurai là-dessus, parce que là, vous êtes déjà debout et que ça veut dire que j'ai trop parlé. Je conclurai là-dessus. Il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il faut une stratégie globale et offensive qui va depuis une politique industrielle jusqu'à une exigence de respect du règlement général de protection des données, mais aussi réforme de nos règles de concurrence, un Small Business Act à l'européenne. Bref, et il faut aussi et surtout réouvrir la directive du commerce. Je pense qu'elle n'est pas du tout et plus du tout adaptée à l'époque pour laquelle elle était construite. Et je suis heureuse que la proposition de résolution européenne, dans ce sens que j'ai fait voter à l'unanimité par le Sénat il y a plus d'un an, soit enfin prise en compte par l'actuel gouvernement et enfin Margaret Vestager parle de réouvrir la directive du commerce, parce qu'aujourd'hui les plateformes ne sont redevables ni responsables de rien presque. Donc il est temps de leur conférer. C'est même pas moi qui le dis, c'est le fondateur du web, le Britannique Tim Berners-Lee. Je vous renvoie à une très belle tribune qu'il a écrite dans Le Monde en octobre 2014, pratiquement, excusez-moi, pas en octobre 2014, mais au moment où l'affaire Cambridge Analytica éclate. Et il dit, je ne pensais pas, mais maintenant l'heure est venue de réguler l'Internet. Donc voilà quel est l'enjeu pour la survie de nos démocraties, me semble-t-il, pris en tenaille entre le modèle des GAFAM d'un côté et le modèle chinois de l'autre. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Je vous regarde, oui. Alors, pour le Brexit, c'est 1 milliard d'impressions en shadow ads Donc le Brexit, c'est 1 milliard d'impressions en shadow ads sur Facebook. On se demande qui a payé pour ça. Qui a payé pour ça, à votre avis, Catherine?
Ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'enquête, mais vous avez raison de pointer du doigt, donc ça corrobore bien ce que je viens d'expliquer. Et je trouve ça extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a des puissances financières occultes. Ça veut dire que l'écosystème il est très poreux et il n'est absolument pas durable et soutenable pour moi. Je pense que si on veut que l'Internet survive, parce que l'Internet en tant que tel, c'est une magnifique invention. Et moi, je souhaite qu'il amène aussi une forme de progrès, un partage de la connaissance, de l'information, etc., des liens à travers le monde. Mais ce système, il est très fragilisé, il est menacé aujourd'hui de balkanisation. Si on n'arrive pas à le faire survivre, et pour ça, il faut qu'il se repose sur les valeurs qui nous sont chères en Europe, qui reposent sur les valeurs de la Charte des droits fondamentaux, donc nos libertés fondamentales, nos libertés publiques, le respect des données des internautes à titre personnel. Mais du coup, il faudrait que la France accueille Edward Snowden, si vous dites ça, si c'est encore nos valeurs. Eh ben, c'est ce que j'aurais aimé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que suite à cette affaire où j'avais enquêté en 2015, j'ai déposé une proposition de résolution européenne. Encore une fois, le Sénat a voté à l'unanimité. Je l'avais co-signée avec ma collègue Chantal Jouanneau, et c'était une proposition de résolution pour donner l'asile politique à Edward Snowden. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec quelque chose qui est beaucoup plus pratique, vous allez voir, puisqu'il s'agit de former